domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec ? Vous voulez devenir un leader dans le courtage ? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci d'être là avec moi aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Oui, je suis vraiment contente enfin voir du monde en période de confinement. C'est vrai, hein? C'est vrai. On est dans le confinement encore et on va continuer. Ça va continuer jusqu'à 23 novembre. Alors, c'est pas facile. Donc, j'essaie de motiver avec certains, du monde comme toi qui sont là pour nous inspirer aujourd'hui. Alors, il manquait de femmes aussi dans mon podcast. Donc, ça, c'est une autre des raisons. C'est une belle histoire en plus pour comment tu es ici aujourd'hui. Ben en fait, c'est que je te suis assidûment. Je trouve ça magnifique. Les gens que tu nous présentes sont super inspirants. Ils ont toute une histoire très propre à eux. Mm-hmm. Puis je t'avais fait très naturellement un tout petit commentaire constructif que tes podcasts manquaient de femmes. Et je ne m'étais pas attendue à ce que tu me répondes en me disant « Ah, ben ça tombe bien. » Ouais, c'est ça. Je pensais justement t'inviter. J'étais un peu gênée, mais je vais en profiter pour t'appeler prochainement. Et là, je venais de réaliser ce que je venais de faire tout simplement. C'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui. Je suis très chanceux que tu as accepté mon invitation. Tu es dans les hypothèques depuis longtemps, tu as beaucoup amené. J'aimerais ça qu'on parle un peu de comment c'était autrefois. Aujourd'hui, c'est quoi les obstacles? Donc, pour commencer, Sylvie, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Sylvie Rousson? Quand est-ce qu'elle a commencé le métier du courtage hypothécaire? Je te laisse parler. Ben, en fait, je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque depuis novembre 1997. Donc, ça fait un bon petit bout de temps que je suis là. Ben, je suis qui? Je suis une jeune femme dans la quarantaine avec un grand garçon de 24 ans. 24 ans, OK. Oui. All right. Puis, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, Sylvie? On ne dit jamais qu'on veut devenir courtier hypothécaire quand on est jeune, quand on est aux études. Des fois, on ne sait même pas c'est quoi le métier. On apprend à connaître plus tard. Puis surtout dans ces années-là, je pense que c'était tout nouveau le métier. Oui. Alors, qu'est-ce qui a amené dans ce métier exactement? Ben en fait, je connaissais pas ça du tout. Effectivement, ça faisait pas partie des carrières qu'on nous a présentées au secondaire. C'était pas un métier, un domaine qui était très très connu effectivement. Ce que je voulais faire, moi. J'aurais voulu être enseignante ou avoir une carrière au niveau télévision, cinéma, quelque chose comme ça. Mais je me suis plutôt butée en secondaire 5 à un mur de béton. Donc, carrément, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai commencé le cégep, puis après un mois et demi de cégep, j'ai carrément lâché. J'ai carrément lâché parce qu'au secondaire, j'avais un agenda de président. On était occupés. En plus, je jouais au basketball. C'était une passion pour moi. Puis, je faisais partie d'une classe de musique excellence. Donc, je jouais aussi beaucoup de musique. Donc, j'ai eu un horaire très, très chargé. Puis, en commençant le cégep, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Après un mois et demi, j'ai quitté. Et j'ai été travailler pour l'Industrielle Alliance, qui avait été mon employeur durant l'été. Oui, effectivement. J'avais travaillé à la perception des primes d'assurance vie. C'est un peu comme ça que je suis entrée dans le marché du travail avec un secondaire 5 et tout simplement. Puis, qu'est-ce que tu as fait exactement chez Industrielle Alliance? J'ai commencé à la perception des primes d'assurance vie. Donc, on comptabilisait les avis de primes avec les chèques qu'on recevait régulièrement. Okay. On déposait ça en fin de journée. Ça se faisait très manuellement. Hein? À l'époque, ça n'existait pas les virements ou les trucs comme ça. Donc, on s'occupait de toutes les choses qui étaient manuelles. Et par la suite, on a remarqué que je rédigeais bien en français. Et on m'a demandé de passer des tests pour être adjointe. Et je suis devenue adjointe au département des prêts hypothécaires de l'Industrielle Alliance. Au niveau commercial, pour commencer. Puis par la suite, on m'a tout simplement mis le pied à l'étrier pour devenir analyste hypothécaire pour les courtiers de Multiprêt, presque essentiellement, à l'époque. Oui, c'est comme ça que je les ai connus. Parlant d'Industrielle Alliance, je sais qu'ils ne sont plus dans les hypothèques, mais est-ce que tu es au courant
s'ils font encore des hypothèques à l'interne. Tu es au courant de ça? Parce que c'est ça qu'ils ont sorti du canal des courtiers. Oui, en fait, l'Industrielle Alliance a décidé de se retirer, pas du canal des courtiers, mais de se retirer complètement du financement hypothécaire résidentiel au Québec. Okay. Et aux dernières nouvelles, le portefeuille a été vendu. Donc, est-ce qu'il a été 100% vendu ou en bloc ou en partie? C'est des choses qui ont été faites ou qui sont en train de se terminer du moins. Je savais que c'est une bonne question. Je savais que tu avais la réponse. Pas complètement, mais une bonne partie. Guys, elle a la réponse pour tous. Pour tout, vraiment tout. Parce que tu sais, t'es aussi, c'est toi qui gères le forum des courtiers chez Multiprêt d'entraide MPH. Alors, c'est un forum où il y a comme quoi, 400 courtiers là-dedans. Tu participes beaucoup, je dirais. Oui, je fais partie des administrateurs de la page. C'est un groupe Facebook, Courtier Multiprêt, dans lequel, effectivement, il y a de l'entraide qui se fait quand les courtiers ont des questions, ils ont besoin de solutions. On interagit entre nous, évidemment. L'intention, c'est de se donner un coup de main. Je participe beaucoup, je suis administrateur. Puis je reçois beaucoup aussi. J'apprends beaucoup par les échanges. On apprend toujours. Hein? Oui. C'est pour ça qu'on est ici, pour qu'on partage un peu ce qu'on a appris, ce qu'on peut apprendre. Et on sort un peu des questions, mais pour revenir aux questions, dis-moi Sylvie, comment es-tu arrivé à devenir courtier hypothécaire? Et c'était comment dans tes débuts? Écoute, qu'est-ce qui m'a inspirée à être courtier en hypothèque? C'est quand je faisais mon travail d'analyste hypothécaire à l'Industrielle Alliance, puis j'interagissais avec les courtiers. Je regardais comment ça fonctionnait. Je trouvais que la mission était noble. Puis moi, je me disais, à les observer, je me disais, moi, si j'étais courtier, je ferais ça comme ça, je ferais ça comme ça. Je comparais beaucoup, j'observais beaucoup. Et à un moment donné, j'ai tout simplement décidé de partir à mon compte de l'Industrielle Alliance et de me lancer comme adjointe. Ça a commencé comme ça. Puis, il y a un courtier de Multiprêt qui m'a approché et qui m'a demandé d'être son adjointe. Et puis là, j'ai connu toute l'arrière-scène de qu'est-ce que c'était être courtier en hypothèque. Et il m'a, à un moment donné, quand il a vu mon potentiel, ma capacité, il m'a dit « Pourquoi tu ne deviendrais pas courtier? » Puis à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais un bébé naissant, on venait d'acheter notre première maison, donc endettée. J'avais pas vraiment les moyens de devenir courtier en hypothèque et ce courtier-là m'a dit « Je vais faire quelque chose avec toi, je vais faire un deal. Je vais payer ton cours, je vais payer ton permis, parce que je t'y crois tellement que tu peux bien réussir et que tu vas être un bon courtier. Tu me rembourseras avec tes premières commissions, tout simplement. » Wow! Es-tu devenu ton mentor? Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que cette personne est encore dans le métier? Je pense que non. Non? Ou si du moins il est encore dans le métier, j'en ai plus de nouvelles. S'il est encore dans le métier, probablement semi-retraité ou peut-être retraité. Okay. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par ce gage de confiance-là qu'on avait en moi. Puis j'ai accepté. J'ai pris mon cours. Puis effectivement, je l'ai remboursé avec mes premières commissions. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le domaine. Puis en même temps, j'ai trouvé mon pourquoi en le faisant aussi. On se sent utile, on sent que les gens ont vraiment besoin de nous. On travaille dans de la solution hypothécaire, on travaille dans un montage financier, on les conseille, on leur donne de l'information des fois qu'ils ne possèdent pas. Puis l'avantage qu'on a, c'est de travailler avec une multitude d'institutions financières, donc ça fait de nous des gens qui sont objectifs. Mm-hmm. Puis en plus, on ne se le cachera pas, nos services sont gratuits. Ils sont gratuits pour, en fait, l'emprunteur, malgré le fait qu'ils ne sont pas gratuits parce qu'on est payé par les institutions financières, il y a bien quelqu'un qui nous paye. Mm-hmm. Mais pour eux, c'est un service qui est gratuit. Donc, ça fait des années que je dis, on a accès à une multitude d'institutions financières avec une seule personne. On a accès à de l'expertise puis de l'expérience. On a accès à une ressource qui est objective, qui va travailler pour nous, puis qui va nous proposer des solutions de financement qui sont adaptées à nos besoins et ça ne coûte rien. Pourquoi s'en passer? Ben oui, mais dis-moi pourquoi on n'est pas aussi connu que ça, avec tous ces qualités qu'on a. Tout le monde devrait travailler avec nous. Et pourquoi on a toujours, je pense que dans le marché, on est à 80% de place, de 80%
Non, pas 80%, c'est ce que tu dis là. 40%. 40%. 40%, exactement, 40%. Et pourquoi on n'est pas aussi connu, tu penses? Si le client, pour lui, il y a tellement un grand avantage de travailler avec des courtiers hypothécaires. Bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est un gros travail d'éducation à faire. On est encore aujourd'hui méconnu. Méconnu, c'est ça. Effectivement. Si on se reporte à quand j'ai commencé, la période que tu appelles la belle époque, qui me rajeunit pas quand on dit ça comme ça. Mais à l'époque, le courtage hypothécaire, c'était pas connu quand j'ai commencé. On était à peu près une quarantaine de courtiers au Québec. C'était pour la plupart une deuxième carrière. C'était un métier qui était composé presque essentiellement d'hommes, beaucoup plus âgés. Donc moi, j'ai commencé très, très jeune. J'étais une femme. Et c'était tellement pas connu que quand on se présentait aux gens ou on faisait des salons d'exposition, les gens pensaient qu'on était des prêteurs alternatifs ou des prêteurs où est-ce qu'on sauvait les hypothèques parce que les gens n'étaient pas capables de se financer. Donc, il a fallu leur faire comprendre c'était quoi notre rôle. On a, à cette époque-là, ce que je considère défricher le marché. Donc, si aujourd'hui le marché est difficile pour les courtiers en hypothèque, il l'était tout autant, mais de façon différente à ce moment-là. On n'était pas connus. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. C'était beaucoup c'est ça, publicité, éducation, se faire connaître, quel est notre rôle. Et puis, nécessairement, bien, on se battait contre les institutions financières, mais en même temps, les institutions financières, c'est nos partenaires en même temps. Il a aussi fallu faire beaucoup d'éducation du côté des institutions financières. On n'est pas l'ennemi. On est des partenaires, on est des collaborateurs. À la seule différence près qu'on ne travaille pas avec un seul prêteur, on travaille avec l'ensemble des institutions financières. Donc, il est faux de penser que tous les emprunteurs au Québec ont un profil pour une seule institution financière seulement. Les besoins sont tellement différents. Exact. Ouais. Exact. Donc, pourquoi? Bien, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Les institutions financières sont conscientes aujourd'hui de notre présence. Tout le monde va aller chercher une pointe de tarte de façon différente, peu importe les créneaux. Donc, je dirais que c'est en faisant valoir notre expérience, notre expertise, notre bonne façon de travailler, puis toujours en gardant en tête qu'on travaille pour les besoins du client, pour la protection du public. On leur permet de faire des choix éclairés. J'imagine que notre 40% va continuer de progresser. Dis-moi, je le souhaite. J'en doute pas. Puis, c'est drôle de la façon que tu t'expliques les choses. On dirait que tu es un coach des hypothèques, un chef d'équipe. Tu es un chef d'équipe? Est-ce que tu représentes... Non. Moi, j'ai... en fait, dans mon bagage d'expérience, j'ai commencé solo. OK. À travailler sur la route. OK. C'était ça, à l'époque. C'est comment dans les années 90? C'était... L'hypothèque, comment ça fonctionnait? Bien, c'est une bonne question. En fait, quand j'ai commencé, en novembre 97, on se rappellera la crise du verglas quelques mois plus tard. OK. J'ai pas ici. commencé dans la période de verglas. OK. Et dans ce temps-là, les gens communiquaient avec nous en contactant l'agence directement. Okay. Et on nous envoyait un message sur notre pagette. Pagette? Oui. On ne donnait pas notre numéro de téléphone à la maison ou on n'avait pas de cellulaire à cette époque-là. On travaillait avec des pagettes. Donc, quand j'étais sur la route, c'était important que je garde un pot de 25 cents dans ma voiture, comme on dit, parce que quand la pagette elle sonnait, il fallait que j'arrête quelque part puis que je fasse l'appel téléphonique. Oh mon Dieu. Parce que j'étais sur la route généralement du matin jusqu'au soir. Tu t'arrêtais pour voir s'il y a un téléphone. Oui, les boîtes de téléphone. Mon Dieu. Oui, effectivement. Fait qu'on fonctionnait, c'était des déplacements chez les gens. Pagette, 25 sous. On prenait des applications hypothécaires à mi-terme. On faisait tous les calculs à mi-terme. L'envoi de documents, à mon époque, à moi, heureusement, on avait les fax. On envoyait les documents par fax. C'était pas rapide comme aujourd'hui du tout. Le processus était évidemment beaucoup plus long. C'était comme ça que ça se passait dans le temps. Wow. Puis on arrivait quand même à faire du beau volume. Ouais. Tout un obstacle, Sylvie, dans ces années-là. Mais encore aujourd'hui, on a d'autres obstacles, différents obstacles. Et ce que je remarque, c'est que il n'y a pas une belle année, c'est juste, il faut s'adapter. Alors, aujourd'hui, je remarque que comme il y a des courtiers qui se plaignent parce que il faut toujours couper sous les taux, la business est très difficile. Imaginez dans le temps où on devait déplacer, sortir de l'auto pour appeler
J'ai interviewé Richard Brunet, un des cofondateurs de Multiprêt. Il m'a expliqué à quel point c'est difficile, c'est toujours travailler sur la route. Aujourd'hui, on est au bureau, tout est à distance. Moi, je trouve que les choses sont facilitées aujourd'hui. Hein? C'est plus comme avant, là. Ben, en fait, c'est facilité, oui et non. Dans le sens où, effectivement, c'était... quand on compare avec aujourd'hui, je trouve que les courtiers d'aujourd'hui sont chanceux. Sont chanceux, sont appuyés par des structures, sont appuyés par... dans notre cas, chez Multiprêt, on a une académie, on a des gens pour nous supporter au niveau du marketing, des choses comme ça. Ça n'existait pas dans le temps. Dans le temps, c'était le système D. Il fallait se débrouiller. Je suis sortie de l'école avec un permis de courtier immobilier. Le courtage hypothécaire existait, mais n'existait pas au niveau de la formation à l'époque. Il ne faut pas oublier ça. Ah oui. Donc, le permis que j'ai obtenu, c'est un cours de courtier immobilier. Et là, ben, c'est sûr que quand tu arrives avec ton permis en poche, puis tu te pointes chez Multiprêt, puis ils sont contents parce qu'ils ont un nouveau courtier, ben on te serre la main. Bienvenue chez Multiprêt. On te donne une boîte de cartes d'affaires, de 500 cartes d'affaires avec une pile de demandes de papier. Ta pagette, puis on te dit bonne chance. Wow! Okay. Et là, on se retrouve, je me rappelle, je vais me rappeler toute ma vie, je me suis retrouvée devant le syndrome de la page blanche. Je suis partie chez moi, excitée, mais je fais quoi? La publicité n'existait pas dans le temps comme aujourd'hui. On n'était pas connus comme aujourd'hui. Il fallait que ça commence quelque part. Puis en plus, ben, j'étais une jeune femme. C'était différent aussi. Il y avait beaucoup de travail à faire. Mais en même temps, c'était facile. Donc, dans la difficulté, il y avait beaucoup de facilité. Je t'explique. Le fait d'être une jeune femme dans un métier où est-ce que la majorité des gens, c'était, comme je le disais, plutôt une deuxième carrière, il y avait beaucoup d'hommes, bien, moi, j'ai pensé que c'était peut-être quelque chose qui m'aurait mis comme un obstacle. J'aurais été perçue comme un obstacle. Mais pas du tout. J'étais différente. Puis en plus, j'arrivais avec un bagage d'expérience qui avait été de faire l'analyse des dossiers des courtiers de Multiprêt. Donc, j'arrivais avec ce côté-là de la transaction que plusieurs n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas évolué dans le domaine avant. C'était tout nouveau pour eux. Donc, ça m'a donné une force en même temps. Et puis souvent, je vais me rappeler du premier rendez-vous que j'ai fait en pleine tempête de verglas. Je suis allée à Outremont, monte les 3 étages en colimaçon. Et la dame, quand elle m'a vue, elle m'a dit « Mon Dieu, je pensais que vous étiez plus vieille que ça. » Parce que quand elle m'avait parlé au téléphone, elle trouvait que je m'exprimais bien, j'avais l'air d'avoir de l'expérience, je savais de quoi je parlais. Puis quand elle m'a vue arriver, là, toute jeune, avec mes petits yeux... T'avais quel âge, en parenthèse? Je pense que j'avais 26 ans. 26 ans, OK. Oui, j'avais 26 ans. J'avais un chapeau rempli de neige, des tresses à cause de la tempête. Il faisait vraiment pas beau. Puis moi, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi un peu de votre temps. Je vais vous convaincre que ça n'a rien à voir avec mon âge ou qu'est-ce que j'ai de l'air. Puis c'est encore une cliente fidèle, 23 ans plus tard, aujourd'hui, elle me réfère encore. Puis elle n'a plus d'hypothèque, mais j'ai financé ses enfants. Tu ne peux pas refinancer? Elle n'a pas eu besoin. Mais aussi dans la facilité, tu sais, comme tu peux voir, j'avais un obstacle que j'ai surmonté. Donc j'ai transformé cet obstacle-là en force. Puis en même temps, il faut comprendre que de faire une hypothèque dans le temps, ben, on pouvait fournir tout simplement un talon de paie récent, un compte de banque non identifié à la caisse tant qu'on prouve qu'on a la mise de fonds, l'offre d'achat, puis c'était fini. Ah ouais? Oui, ça prenait 2, 3, 4 papiers. 2, 3 mouvements, comme on dit. Oui, exactement. Fait que tu sais, autant que le processus était long, parce que, bon, on faisait de la route et tout ça, qu'on faxait le dossier, qu'il y avait quand même beaucoup de transactions dans le temps, ben le processus était long, mais c'était facile, c'était simple. Et quand le prêteur il avait un doute, il prenait le téléphone, il appelait l'employeur pour confirmer l'emploi, mais c'était très, très rare. Et Richard me disait, durant l'entrevue, que si c'était assuré, il devait déplacer à l'assureur. Ah, ça, c'était avant moi. C'était avant toi, ça? OK. Oui, Richard. J'ai connu Richard, effectivement, dans le temps de l'Industrielle Alliance. OK. Et même Éric, qui est un de nos collègues de travail, était jeune à ce moment-là. Puis Richard venait déposer ses demandes de prêt hypothécaire en personne. En personne. Papier, là, tu sais. Il venait déposer sa pile, puis il fallait qu'il parte maximum 3 heures. Il fallait qu'il soit de retour chez eux pour être à la maison quand Éric
qui est courtier hypothécaire chez Multiprêt aujourd'hui, revenait de l'école pour lui faire ses devoirs avant de souper. Ça remonte à longtemps, mais moi, je suis arrivée dans la génération tout de suite après où on avait accès à des fax au moins. Ou aujourd'hui, on peut être dans notre bol de toilette, puis boum, elle est partie au printemps. c'est comme ça, donc, guys, c'est quoi le problème? Hein? C'est quoi les obstacles? On n'a pas d'obstacles. Non, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Il y a juste des solutions. On a parlé des obstacles, d'autres fois et aujourd'hui. C'était quoi être une femme dans le métier aujourd'hui, même avant, dans le temps? Ça a dû changer, tu penses? Parce qu'il y en a beaucoup plus de femmes aujourd'hui. Effectivement. Ben, un peu comme je le mentionnais tantôt, c'était un métier... il était composé à peu près de 90% d'hommes, si ce n'est pas 95%. Puis vraiment des hommes qui étaient en deuxième carrière ou plus âgés. Il y avait très peu de femmes, mais le très peu de femmes qui étaient là, ben, je m'en suis aussi inspirée. Donc, est-ce que ça a été difficile? Ben oui et non. Parce que ça a été différent, je pense que ça m'a rendu la vie facile à quelque part. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, être une femme travailleur autonome, c'était relativement nouveau. On n'a pas besoin de remonter très, très loin. Hein? On parle de 23 ans. Seulement. Il n'y avait pas tant de gens à leur compte. Il n'y avait pas tant de femmes à leur compte non plus. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi la proportion, mais beaucoup plus équilibrée. Effectivement, il y a beaucoup de femmes dans l'industrie, il y a beaucoup de femmes travailleurs autonomes. C'est vraiment, que ce soit le travailleur autonome ou le côté femme de l'entrepreneurship, là, ça a pris plus de place au Québec. Ouais. Effectivement, j'ai besoin de plus de femmes dans mon podcast. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Et si vous voulez participer, vous voulez venir partager ce que vous faites, laissez-moi un commentaire, puis ça me fait plaisir de vous interviewer. Je prends l'opportunité pour le faire. Hein. Sylvie, une des raisons pourquoi j'ai commencé ce podcast, c'est pour s'entraider entre courtiers, c'est apprendre des autres et donner des trucs, des conseils. Et parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile d'y percer. Mais toi, tu réussis, puis tu continues à réussir. C'est quoi le secret pour être un bon courtier hypothécaire qui peut avoir un succès? Je ne sais pas s'il existe un secret. Je peux partager le mien, du moins. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de choses à apprendre, à savoir, à maîtriser. Un de mes secrets, c'est d'être curieuse, de m'intéresser, puis de continuer à apprendre. Même après 23 ans, je vais encore dans les meetings, dans les formations. J'en sors toujours au moins avec une nouvelle notion. Puis c'est important, il faut se tenir à jour. Mon approche, c'est une approche qui est la mienne. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. On en choisit toute une qui nous ressemble. Donc, je suis une personne qui est très transparente, qui je pense, je mets les gens en confiance et je prends le temps de leur expliquer. Je prends le temps de leur expliquer qu'est-ce que c'est une hypothèque. Je prends le temps de parler budget. Je prends le temps de leur donner des choix, des options. Mon rendez-vous dure peut-être 1 heure, 1 heure et demie avec eux. Mais quand j'ai terminé, j'ai vraiment, moi, le sens du devoir accompli, de leur avoir appris quelque chose. Un peu comme moi, je vais chercher une notion par rencontre que je vais faire là, avec les prêteurs ou avec mes collègues de travail. Bien, j'ai cette motivation-là aussi de leur apprendre un petit quelque chose. Même ceux qui ont déjà été propriétaires, qui réhypothèquent ou qui achètent une nouvelle maison, ça change tellement. On est dans un domaine qui a énormément évolué, qui a beaucoup changé. On a fait face à du redressement de crédit, à du resserrement de crédit. Il y a du crédit qui s'est loussé aussi à certains niveaux. C'est difficile pour quelqu'un qui ne trempe pas là-dedans tous les jours de suivre la cadence. Puis je pense que c'est là aussi où on devient un incontournable. Ouais. On se tient au courant. Il y a beaucoup trop de choses des fois qui changent pour que quelqu'un qui ne fait pas ça dans son travail à tous les jours soit au courant. Là. Effectivement. Et moi, ce que j'ai compris avec tous ces épisodes, tous les podcasts, toutes les interviews que j'ai faites, c'est l'amener de la valeur. C'est ce que j'ai compris après 4 ans d'expérience, c'est que si tu veux garder un client auprès de toi, si tu veux que ce client réfère des clients, réfère ses amis, ses proches, ça met de la valeur, comme tu as dit, c'est genre éduquer le client, ne pas prendre pour acquis que ce client il connaît c'est quoi l'avantage, les inconvénients d'un taux fixe, taux variable. Il y a des clients qui ne savent même pas que ça prend 5% pour acheter une propriété. Encore aujourd'hui, avec l'ère de l'information,
Alors, c'est juste donner. À un moment donné, le client dit waouh, il sort plus intelligent, il dort mieux, puis il réfère d'autres clients par la suite. Plus connaissant, exactement. Puis il faut comprendre qu'une recette, puis ça, je le dis, ça fait tellement longtemps, c'est comme une recette de sauce à spaghetti. Hein? On commence avec une base. Il y a quelqu'un qui m'a donné une base, qui était l'Industrielle Alliance puis les courtiers de l'époque. Puis j'ai ajouté un ingrédient, tranquillement, pas vite, jusqu'à en faire ma recette aujourd'hui. Puis cette recette-là, je la prends pas pour acquis, même si elle est super bonne, puis qu'il y a un paquet de monde qui mange ma recette, bien, je l'améliore quand même d'année en année. Puis tu vois, un des ingrédients, quand tu dis on doit se distinguer, on a quelque chose de différent, bien, une des choses qui me distingue, c'est prendre le temps d'écouter. Une transaction hypothécaire, c'est pas juste une question de taux puis une question de chiffre. Il y a un humain en arrière de ça, puis cet humain-là, il y a un besoin. Puis nous, comme courtier, on touche à toutes sortes de transactions. Donc, il y a une préqualification hypothécaire où on doit planifier l'achat d'une propriété. L'achat, quand ils sont rendus à l'achat, là, c'est toute une gamme d'émotions là, qui vient avec ça. Il y en a qui vont refinancer, il y en a qui vont vouloir avoir le meilleur taux, transférer leur hypothèque d'endroit au renouvellement. Mais en arrière de ça, il se cache quoi? Il se cache des couples, des familles, des difficultés financières, des planifications financières, redéfinir des budgets, transférer une hypothèque dans le but d'avoir un meilleur taux. Il y a un humain qui se cache en arrière de ça. Cet humain-là a aussi besoin d'être écouté. Et ça nous permet davantage de mieux planifier là, ce qui suit au niveau du prêt, là, au niveau des options et tout ça. Je dirais que ça aussi, ça fait partie de ma recette de sauce à spaghetti, la recette à Sylvie. De prendre le temps d'écouter, d'échanger avec eux, de les conseiller. Ils ont l'impression de parler avec une amie. C'est souvent le commentaire qu'on me fait. Puis, on sait bien verbaliser les choses. C'est d'utiliser un jargon aussi qu'ils vont comprendre. Parce que ça ne sert à rien de dire... ABD, ATD. ABD, ATD, pourcentage de qualification, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Il y en a qui le savent. Mais c'est d'aller utiliser des termes qu'ils vont bien comprendre pour être capable là, de suivre. Puis, je passe aussi à travers là, tout un processus avec eux pour qu'ils comprennent dans quoi ils embarquent. Oui. Parlant de recette, moi, ma recette, ce que j'ai appris, compris, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est expliquer un peu la structure, c'est le processus de l'hypothèque. Je mets ça, j'explique, regarde, voici chaque étape du processus, puis je vais être là pour vous, je vais vous accompagner. Puis le client, il sent comme, oh my God, il y a tout ça. Il y a l'offre d'achat, il y a le financement, il y a les délais, il y a les relations entre le prêteur et le client, les relations avec le courtier immobilier et le courtier hypothécaire. Donc, c'est plein de choses. Et tu expliques que tu seras là tout au long du processus. Ouais. Alors, et ce que j'aime faire, c'est donner un tableau de tout le processus. Donc, le client, il sait exactement quoi faire durant le processus, durant ce processus. Alors ça, on démontre que tu ne peux pas faire ça toute seule. Inconsciemment, le client, il sent qu'il ne peut pas faire ça toute seule. C'est trop compliqué. Alors, imagine aller directement dans une banque et lui s'offrir un taux, puis lui, c'est un financement. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le plus gros investissement de ta vie. Alors, il faut vraiment aller chercher ce support.